Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle série, une photo qui ressemble à une peinture. J'ai lu très souvent ces derniers mois des messages dans des forums photos ou sur Facebook, la question suivante. Comment donner à ma photo un effet peinture? Certains artistes actuels, comme le photographe Sacha Goldberger, débordent d'idées et s'est fait fortement remarquer sur la toile avec ses séries de portraits façon tableau de super-héros ou de héros de science-fiction, Star Wars notamment. Et ce côté décalé ultra-moderne, à la façon des peintres flamands, interpelle et explique le fort taux de partage de ces images sur les réseaux sociaux et l'inspiration qu'ils suscitent auprès de photographes amateurs ou éclairés. Et bien souvent, ces personnes cherchaient un plugin, une action, un preset, bref, une recette magique pour donner ce look à une de leurs images. Il y a aussi une vidéo très fréquemment citée d'un photographe français qui propose une vidéo d'introduction à un cours payant. Et effectivement, il n'y a rien de faux dans ces vidéos. Le traitement est très juste, on donne une tonalité jaune-marron à l'image, on la désature un peu, et dans la partie payante, on va appliquer certainement une texture toile, un effet vignettage, un effet peinture. Et l'image du photographe, qui n'était absolument pas choisie au hasard, ressemble effectivement à la fin à un tableau d'un peintre hollandais. Mais là où je ne suis pas du tout d'accord, c'est que l'essentiel du travail a été fait à la prise de vue. L'éclairage, la pose sont les clés maîtresses du résultat, comme une peinture. Et c'est le but de cette série, vous amener à réfléchir au moment de la prise de vue, et en amont aussi, à ces deux éléments très simples, la lumière et la pose. Pour avoir un rendu portrait comme une toile de maître, vous le verrez, le petit travail de post-production ne sera juste qu'une minuscule touche supplémentaire que l'on pourra donner à son travail. Donc, dans cet épisode, nous allons étudier une œuvre d'un peintre néerlandais, Johannes Vermeer, La fille à la boucle d'oreille, de 1665. Il s'agit d'une œuvre majeure de la période baroque, puisque l'on appelle cette œuvre la Joconde du Nord. Et je vous propose d'en tirer un set, un plan d'éclairage complet, facile à reproduire. Et je vous livrerai également quelques options possibles, que vous ayez une, deux ou trois lampes. Alors, pourquoi ce tableau? Tout d'abord parce que Vermeer est surnommé le maître de la lumière, et qu'il ne laissait, comme tous les peintres, rien au hasard. Tout dans une peinture est signifiant, porteur de sens. Et la lumière, chez Vermeer, est à la fois très simple et très savamment dosée sur le visage. Et dans ces tableaux, il utilise une source lumineuse, le plus souvent une fenêtre, située sur la gauche. Autrement dit, nous pouvons résumer cet éclairage à une lampe studio avec une softbox rectangulaire. Et il ne fait aucun doute que son étude de la lumière sur le visage fut exactement le même que celui que nous pouvons avoir aujourd'hui en studio avec nos strobes, nos lampes et nos diffuseurs. En effet, ce que nous recherchons avec ces diffuseurs, les parapluies, les softbox, les octabox, ou même simplement en utilisant des fenêtres, est un éclairage avec des ombres très douces, voire inexistantes. Et ça, Vermeer l'avait compris et a réussi à le retranscrire avec une qualité sans pareille. Observez simplement le réalisme de la diffusion de la lumière sur le mur de ces tableaux. Alors, revenons à notre fille à la boucle d'oreille. Je vais rapidement parler de la pose, qui n'a rien d'anodine. Cette pose pose des questions. Nous quitte-t-elle? Passe-t-elle juste devant nous et est-elle surprise de nous voir? Faisait-elle quelque chose d'interdit? S'apprête-t-elle à revenir vers nous? Ou au contraire à s'en aller? Veut-elle nous dire quelque chose? Ou a-t-elle peur? Je vous rassure, personne n'a la réponse à ces questions, des livres entiers lui sont consacrés, et le mystère subsiste depuis des centaines d'années. On est donc très très loin du portrait photomaton ou du portrait beauté. Concernant les lignes de force, on retrouve des lignes verticales qui rythment le tableau. Le foulard tombant du turban, les plis du manteau, l'ombre du nez, puis de fortes lignes obliques. Le manteau qui se poursuit avec les ombres de la joue, l'ombre du front, l'arête du nez, et enfin une deuxième série d'obliques parallèles que l'on retrouvera sur le turban de l'épaule. Notez que ces deux séries sont perpendiculaires, et l'ensemble donne au modèle une force, une sérénité, une zénitude, une stabilité, une noblesse qu'il va être difficile de reproduire en studio.
Vous comprenez donc que pour une photo, une pose aléatoire va donner des lignes directrices, des lignes de force aléatoires. Et ce n'est pas un plugin, une action, un preset qui va donner cette force à notre image. Donc première pierre indispensable, une attitude posée, ancrée et pourquoi pas énigmatique. Deuxième point, la lumière. Comme je l'ai dit plus tôt, Vermeer utilise une seule source lumineuse sur la gauche et on voit clairement ici que c'est le cas. La lumière est très douce, donc nous sommes certainement à proximité d'une fenêtre qu'il aime tant. Et si l'on regarde attentivement la joue à droite sur le tableau, celle-ci est sensiblement plus éclairée que la joue à gauche. Ce qui nous indique que la proximité de la fenêtre est assez proche. En effet, plus nous sommes éloignés d'une source lumineuse, plus la différence d'intensité lumineuse sera imperceptible d'un côté à l'autre de notre visage. À l'opposé, plus votre modèle sera près de la source lumineuse, plus vous aurez de différence sur ce visage. Donc je pense que la source lumineuse, la fenêtre, se trouvait à 1 mètre ou moins du sujet. Et si j'observe l'ombre dans le cou, j'en déduis qu'elle doit être plus grande que le sujet ou placée en hauteur pour pouvoir projeter cette ombre à 45 degrés. Et enfin, le fond. Celui-ci est noir, ce qui va être très simple à reproduire. Donc vous comprenez pourquoi je disais que Vermeer a vraiment de quoi inspirer un travail de photographe de studio aujourd'hui. Ce tableau date de 1665. Allez, c'est parti pour le plan d'éclairage. Je lance mon simulateur de studio Satellite 3D et j'ai déjà placé un modèle avec une pose plus ou moins proche de la fille à la perle. Je déplace mon modèle du fond car je veux un fond vraiment noir et je charge une lampe avec une softbox rectangulaire 60 par 90. Je place devant une grille sur cette softbox car je veux maîtriser le flux de lumière et garder mon fond noir. Et plus votre studio sera de taille modeste, plus vous aurez de difficultés à lutter contre les lumières parasites. Ma softbox est en position verticale comme une fenêtre et je vais la placer en hauteur, le bas de la box à hauteur du visage et je vais la placer à 45 degrés environ de mon modèle. Petite parenthèse, cela correspond également au plan d'éclairage parfait de Léonard de Vinci. Et je vais chercher le placement le plus intéressant pour le modeler du visage. Voilà, je pense qu'on est bien dans cette zone. J'ajuste éventuellement la puissance. Et voilà, mon premier point clé de l'éclairage est posé. Alors je dis premier point car l'ombre reste très marquée sur l'ombre du modèle dans le cou. Il manque effectivement les réflexions secondaires des murs de la pièce. Donc un réflecteur argenté ou blanc fera l'affaire, un panneau de polystyrène sera parfait, ou si vous avez plusieurs lampes, vous aurez plus de facilité à gérer, à doser cette seconde source lumineuse. Donc je place une seconde lampe avec une puissance très faible et l'affaire est jouée. L'ombre est douce, pas de zone bouchée, c'est parfait. Alors que peut-on faire de plus ? Si vous avez encore une lampe disponible, avec une puissance très faible, placée derrière le modèle, vous pourrez faire un halo très léger, mais caractéristique de nombreux portraits de maîtres, comme certains Rembrandt. Pour les halos, je n'ai rien trouvé de mieux que la lentille de Fresnel. Ou alors, vous pouvez utiliser un fond déjà peint avec un halo. Donc voilà déjà plein d'options s'offrent à vous. Et même avec un logiciel de simulation studio et un modèle de synthèse, j'ai déjà un portrait qui dégage quelque chose et qui tient la route. Donc je vous livre le plan d'éclairage en téléchargement sous la vidéo. Et le deuxième épisode sera consacré à la prise de vue, avec des petits conseils sur l'habillage, sur les coiffures et autres accessoires. Et le troisième épisode sera bien sûr consacré au développement sous Photoshop ou Lightroom. Donc si ce sujet vous intéresse, pensez à vous abonner pour recevoir une alerte lors de la sortie du prochain numéro. Et pour conclure, je vais vous inviter à visiter les travaux d'autres photographes qui ont été inspirés par cette fille à la perle. Alors oui, je dis bien uniquement ce tableau, la fille à la perle, car il suffit de faire un tour sur Pinterest pour voir le grand nombre de photos directement inspirées par elle. Ensuite, je vous invite à découvrir un photographe que j'adore, Bill Gekas, qui photographie sa fille en revisitant les tableaux de maître. Un travail remarquable. Et vous noterez au passage que nous avons vu aujourd'hui l'essentiel du plan d'éclairage. Une source softbox à droite ou à gauche, une lumière de débouchage, un halo et une pose plutôt énigmatique. Tous les ingrédients sont là.
On retrouvera aussi ces éléments chez Fabrice, qui revisite des grands classiques de portraits, mais aussi d'œuvres beaucoup plus complexes. Dorothée Goltz a revisité l'œuvre en lui donnant vie aujourd'hui. Vous noterez que les codes et l'ambiance de Vermeer sont véritablement présents. Remarquez le carrelage, comme dans certains tableaux. Le premier plan, la chaise, qui fait un barrage entre le spectateur et l'intimité du personnage peint. Désiré Delronne a fait un grand nombre de portraits avec les mêmes éléments que nous avons étudiés. La principale différence provient de l'utilisation d'un fond texturé. Et pour finir, Hendrik Kerstens, qui a parodié la fille à la perle de multiples façons. La fille au sac poubelle, la fille aux canettes de coca, la fille à la serviette de bain, la fille au fond de tarte. Une vision sarcastique, mais qui vous donne un bref aperçu de l'impact de cette œuvre sur le portrait encore aujourd'hui. Donc je vous invite véritablement à faire un tour sur Google, à vous imprégner de la pose de ces modèles, à y réfléchir et à vous imprégner de cette ambiance. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour les prises de studio et pour l'épisode 3 pour le développement. Voilà, c'était Vince. Bonne recherche, bon shoot, mais surtout je vous souhaite un bon Photoshop.